côté de Melitopol, une ville qui est située dans l'oblast de Zaporijia, qui, rappelons-le, est censée avoir été annexée par les Russes il y a 2 mois maintenant, sans qu'ils ne l'occupent totalement. Or, Nivine Potros, ça bouge de ce côté-là. Alors effectivement, ça bouge du côté de Melitopol. Je vais juste vous rappeler où c'est précisément sur cette carte. Vous le voyez, on est environ à 200 km à l'est de Kherson. On est au sud de Zaporijia. On est vraiment au milieu de cette zone occupée par les Russes. C'est l'une des premières villes à être tombée aux mains de l'armée russe à peine 48 heures après le début de la guerre. Et on a vu apparaître ceci sur place. Vous allez le voir sur cette vidéo. Vous allez sans doute les reconnaître. Ce sont ces fameux blocs de béton de forme pyramidale. Vous les voyez apparaître juste là. Ce sont ces fameux dents de dragon qu'on a déjà vu évidemment il y a plusieurs semaines maintenant dans le Donbass. Ces blocs de plusieurs tonnes censés tout simplement empêcher les blindés et les chars de passer. Ils ont donc été aperçus aux abords de Melitopol dans ce convoi militaire très long. Vous la voyez, cette vidéo, elle dure quasiment 2 minutes et on voit tous ces véhicules transportant donc des dents de dragon s'avancer aux abords de Melitopol. On a cette vidéo qui prouve effectivement que les Russes sont en train d'installer ces fortifications autour de la ville de Melitopol qu'ils contrôlent, je vous le rappelle. On les a également vus implantés directement. Alors je vais vous remontrer juste là. Alors voilà, on les a vus également ici, ces fameux dents de dragon. Vous le voyez là, elles sont déjà installées, déjà à l'œuvre sur le terrain aux abords donc de Melitopol. Des dents de dragon, mais également des tranchées qui seraient actuellement en train d'être creusées par les Russes dans la zone. Alors, pour l'instant, on ne sait pas précisément où c'est, puisqu'évidemment, ces informations, elles nous parviennent quasiment en temps réel, mais vraisemblablement, on est dans cette zone entre Melitopol et Berdyansk. Ça représente environ 100 km, mais d'après les premières informations vérifiées dont on dispose, on est plus proche encore de la ville de Melitopol. Ces dents de dragon, je vous le disais, on les a déjà vus dans le Donbass. Il y a 10 jours maintenant, les renseignements britanniques nous disaient que les Russes les utilisaient également aux abords de Mariupol pour barricader la ville, que certains de ces fortifications ont été envoyés dans l'oblast de Zaporijia pour être installés également. Et d'ailleurs, à propos de Zaporijia, dans la ville voisine d'Enerdoar, on a vu apparaître d'autres choses, non pas des dents de dragon, mais des tranchées, comme si là aussi les Russes essayaient d'asseoir leur ligne défensive, comme s'ils essayaient de se protéger. On les a vus donc à Enerdoar, on les a vus même beaucoup plus proches de la ligne de front, ces tranchées notamment dans la ville de Chaklov. On est à 50 km à peu près de la ligne de front et là aussi c'est la même chose que l'on peut voir sur ces images satellites qui suivent vraiment l'évolution des choses. Ce sont encore une fois des tranchées qui sont en train d'être creusées par les Russes, comme si finalement les Russes se préparaient à un assaut massif des Ukrainiens. En tout cas, il semble qu'ils sont en train de revoir une partie de leur stratégie, puisque là, on est clairement en train de passer d'une guerre qui était jusqu'à présent offensive à une guerre qui est complètement défensive côté russe. Merci beaucoup, Nivine. C'est ce que ça vous inspire aussi, Jean-François Boutors, cette idée que peut-être il se préparerait à une offensive géante ukrainienne? Écoutez, on a vu des images comparables il y a quelques semaines au nord. On a vu aussi les petites casemates aussi. C'était arrivé aussi à Kherson. Elles n'ont pas servi à défendre Kherson. Il y a quelques jours, à cette place-là, Xavier Titelman expliquait que les dents de dragon, ça n'empêchait rien. Oui, c'est ça, ça retarde en fait. Voilà. Donc on a en tout cas une opération de communication pour les Russes, pour leur dire on va tenir. Parce que ça, c'est l'essentiel à comprendre. Après, ce qui va se passer militairement, c'est une autre histoire. Alors, ce qui est clair, c'est qu'évidemment, Melitopol, c'est un nœud. C'est l'axe qui permet d'aller, en gros, de Karovka à Berdyansk, c'est-à-dire le premier port qui a été pris par les Russes, et puis derrière, c'est Mariupol. Donc, c'est en fait la question du contrôle de la côte de la mer d'Azov. Donc, c'est évidemment un objectif sensible pour les Russes, et ça c'est qu'ils veulent défendre, parce que un de leurs axes de développement, ça a été de reconstituer ce que Catherine II avait appelé la Novorossiya, c'est-à-dire de tenir en fait toutes les côtes jusqu'à la mer Noire et en gros jusqu'à la Roumanie, puisque c'était en fait ça l'objectif. Donc ils montrent qu'ils tiennent toujours à ça et qu'ils le défendent. Je rappelle qu'en 2014, c'était le programme de Douguine.
de reconstituer la Novorossiya et de prendre Kiev. Voilà. Alors Kiev, on n'a plus à le prendre, évidemment, mais l'idée de tenir là, sans doute, oui. Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'ils ont peur de le perdre ? Parce que, voilà, ça fait partie, Mariupol. Dieu sait que cette bataille a été sanglante et dramatique. Ils ont mis du temps, quand même, à l'investir, cette ville. On avait déjà dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre Kherson. Mélitopol, aujourd'hui, finalement, maintenant que Kherson est tombé, c'est la grande ville du sud que tiennent les Russes. Et en effet, c'est un nœud ferroviaire, c'est un nœud routier. Il faut savoir aussi qu'à Mélitopol, il y a un réseau de résistants, enfin de partisans, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que dans cette ville, on voit très régulièrement des affiches appelant à la résistance les Ukrainiens, des rubans jaunes qui sont devenus le symbole de l'Ukraine. Il y a eu des sabotages, il y a eu même des attentats contre les autorités, russes installées. Il y a des données de géolocalisation qui sont publiées aussi sur Telegram, par exemple. Donc il y a un mouvement sur lequel pourraient s'appuyer aussi les Ukrainiens qui partiraient à la reconquête, qui est une résistance en interne qui ne s'est jamais démentie. Donc il y a une vraie résistance qui doit inquiéter énormément les forces d'occupation. Ce qui avait été le cas à Kherson, d'ailleurs. Absolument. Kherson avait été évidemment une place... qu'ils prennent Mélitopol. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez, on ne voit plus la carte. On va la remettre à l'écran. Si vous remettez la carte... Si vous tournez, on ne voit plus votre visage. Regardez l'écran. S'ils prennent Mélitopol et qu'ils tiennent la côte en dessous, eh ben, la Crimée est dans la position de Kherson. Il suffit de bombarder le pont de Kertch et la Crimée est totalement étouffée. Et ça devient. C'est le principal acquis du 24 février. Voilà. Et la question n'est pas forcément de reprendre la Crimée, mais c'est d'avoir la Crimée dans une telle situation que c'est une carte maîtresse pour la négociation. Oui, parce qu'on a, Olivier, l'électricité qui vient de Zaporijjia et on a l'eau potable qui vient de Kherson. Voilà, donc, exactement. Effectivement, elle se retrouve coincée dans ce cas-là. Alors d'abord, c'est effectivement, je crois, un aveu de faiblesse, de peur de perdre ces territoires, mais surtout, c'est la perte effectivement de la route terrestre vers la Crimée, qui pour l'instant n'est pas encore rompue par la prise de la ville de Kherson. Donc il faut que les Ukrainiens aillent jusqu'au bord de la mer d'Azov pour dire maintenant c'est fini, vous ne pouvez plus aller en Crimée par cette voie-là. Et donc le pont de Kerch, effectivement, devient de nouveau la seule voie de communication terrestre, si je puis dire. Enfin bon, voilà, donc là, il y a un semi-terrestre, disons, avec la Crimée. Donc c'est quelque chose de très important, d'autant plus que tout le monde est d'accord pour considérer que si un jour il y a une négociation, le sort de la Crimée n'est pas définitivement acté. Oui, c'est Zelensky l'avait dit lui-même dès le début. Zelensky, au début, il a dit on peut négocier et on peut s'entendre sur le fait qu'on se donne 15 ans pour savoir ce que devient la Crimée. Voilà, c'est ça. 15 ans, c'est quoi pour lui ? C'est le temps que peut-être le pouvoir russe change. Sauf que Anne Kratz, pardonnez-moi, je voudrais interroger Anne Kratz, sauf que Anne Kratz, à l'époque où il avait dit ça, Volodymyr Zelensky, il imaginait peut-être pas remporter des succès qu'il a remportés depuis cet été les uns après les autres, de voir des Russes quitter la ville de Kherson quasiment, enfin pas sans combattre parce qu'ils ont été pilonnés évidemment, enfin sans corps à corps et sans combat urbain. Voilà, donc est-ce qu'il va effectivement, au bout d'un moment, dire bon bah la Crimée, on met à part, on discute dans 15 ans ou pas ? C'est ça aussi. Oui, ben, il n'imaginait pas les victoires qu'il a gagnées, et il n'imaginait peut-être pas le genre de pression que les Américains sont en train de mettre sur lui à l'heure actuelle. Parce que, quand même, le chef des forces armées américaines a dit très clairement l'Ukraine ne me paraît pas en position de pouvoir bouter les Russes hors du théâtre ukrainien dans sa totalité. Et donc, il faudrait peut-être qu'on commence à parler de négociations. Donc, là, il y a un problème. Là, il y a un problème qui, d'ailleurs, n'est pas, comment dirais-je, que l'on aurait pu prévoir. Il fallait que ça arrive. On savait que jusqu'aux élections américaines, le soutien pour l'Ukraine serait à 150%. Maintenant que les Américano-Ukrainiens ont voté pour les démocrates dans l'État de Pennsylvanie, qui était un État clé pour Biden, on peut considérer que c'est acquis. Maintenant, avec les républicains qui vont contrôler la Chambre des représentants et donc le budget, et ils ont déjà annoncé qu'ils allaient peut-être pas donner autant d'argent aux Ukrainiens que Biden l'espérait. Donc tout ça entre en jeu maintenant. Et on est, comment dirais-je, on est un peu triste, en quelque sorte,
pour Zelensky, parce qu'on a l'impression que maintenant, il est entre deux feux. Ouais, il faut, évidemment, il est très dépendant des armes américaines et de l'argent américain et des conseils américains stratégiques et tactiques. On vient de le voir avec cette histoire du missile sur la Pologne. Il dit autre chose que ne disent les Américains, les Polonais et les membres de l'OTAN. Donc, si vous voulez, on peut toujours espérer qu'ils vont reprendre Mélitopol. Et effectivement, s'ils pouvaient reprendre toute la côte de la mer d'Azov, ça serait très bien pour l'Ukraine. Quant à la Crimée, ça a toujours été une autre histoire. Oui. Ça a toujours et été tout le monde est d'accord pour le dire. En fait, lui ne peut pas le dire à sa population, mais en fait, voilà, tout le monde est d'accord pour le dire. On va revenir dans quelques instants et continuer, descendre donc effectivement vers du côté de Kherson, s'engouffrer sur le Dniepr, parce que vous allez voir qu'il y a une autre ville effectivement qui est tombée, enfin dont les Russes sont partis il y a 2-3 jours. Et puis autre chose, c'est le porte-parole de l'ambassade de Russie en France qui nous disait hier sur le plateau, et ça j'aimerais bien avoir votre avis. Il nous dit que les Russes vont reprendre Kherson. Ils sont chez eux, ils vont revenir. À tout